Clémence. Bienvenue du coup sur ce Forum Actu. On va parler conformité tout de suite avec vous. Béatrice Bourmichel, vous avez entendu le président de la Fédération nationale des caisses d'épargne dire à quel point c'était essentiel ce sujet. Est-ce que voilà, vous pouvez nous en parler plus profondément? Superbe. Merci beaucoup. En tout cas, je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis ravie parce que c'est un sujet, un vieux sujet, puisqu'il a plus de 20 ans, quelque part, mais qu'on va essayer de rendre le plus passionnant possible parce que c'est un sujet, bien évidemment, non négociable. Et d'une part, non négociable, mais comme on va le voir, bien évidemment, au service, on a parlé du mot performance qui a été évoqué tout à l'heure, au service de la performance durable. Et on va essayer de vous le montrer. Et je suis par ailleurs ravie parce que qui mieux que Catherine Fournier pour vous donner aussi la parole de l'intérieur, pour vous donner un peu les orientations, bien évidemment, 2026. Parce que la conformité, c'est à la fois voilà, réglementaire, bien évidemment, mais c'est pas si blanc ou noir. Il y a bien évidemment aussi voilà, des arbitrages, il y a des choix qui sont faits, il y a des choix stratégiques, des choix de gouvernance. Et l'objectif de ces formations, c'est de faire des choix éclairés. C'est-à-dire que le groupe, effectivement, ne puisse pas dire à un moment donné, ah ben, je ne savais pas. Ou, voilà. Et c'est l'objectif un peu de toutes ces formations, notamment de sensibilisation, à la fois avec du contenu, en tout cas on l'espère, et puis surtout un état d'esprit, parce que la conformité, c'est également avant tout un enjeu de comportement, d'éthique, de conduite, qui se traduit donc par des actes et par des décisions. Voilà. C'est un petit peu tout ça qu'on va évoquer ce matin avec vous. Alors, l'objectif avec Catherine, c'est qu'elle m'interrompt aussi souvent que nécessaire, parce qu'elle en sait sûrement beaucoup plus que moi sur ce qui se passe en interne. Et du coup, Catherine, bien évidemment, hein, c'est l'idée, c'est qu'elle puisse, voilà, qu'on puisse interagir. Alors, d'une part avec Catherine, mais surtout, nous l'espérons, avec vous tous ici présents, pour du coup faciliter un petit peu les interactions sur un sujet donc qui n'est pas si clair que ça, qui n'est pas si évident que ça dans la prise de décision. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer donc, de rendre ça interactif. Allez-y, allez-y, vous pouvez enchaîner si vous voulez, Catherine. Je pense que Béatrice l'a dit, le véritable sujet, je pense, ce matin, c'est de rappeler les enjeux de conformité au sein du groupe, mais aussi pour vous, COS, parce que la conformité, ça traverse toutes les entités du groupe. Et commence, si Vous on pouvez peut dire, rapprocher le micro. ça commence par les administrateurs, mais ça concerne aussi l'ensemble des employés, et on le verra dans certains aspects, ça peut concerner aussi l'ensemble des parties prenantes, de nos parties prenantes, nos sociétaires, nos fournisseurs. Donc c'est important qu'on ait cette vision collective, holistique, pour un mot employé. Et aussi, je suis là, et je le ferai bien volontiers parce que je sais, pour interagir avec PRC et parfois vos présidents, qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations et beaucoup de demandes. Surtout, n'hésitez pas, hein, c'est tout le but, parler de nous, groupe, passe en matière de conformité chez nous. Ah, ça va en arrière, il faut aller dans l'autre sens. Pardon. Donc, le menu de cette heure et demie ensemble, ça va être bien évidemment de comprendre un petit peu les enjeux 2026, voir qu'est-ce qui est attendu, pour du coup nourrir votre réflexion, appréhender les dispositifs clés attendus, et c'est là où l'apport de Catherine, bien évidemment, va être essentiel, et du coup comprendre et savoir poser demain les questions pertinentes sur tous les sujets qui pourraient arriver à votre connaissance, notamment en matière de stratégie, en matière de nouveaux produits, de prestations, etc., que vous puissiez du coup appréhender ces risques de non-conformité et vous poser les questions adéquates. Sachant qu'en matière de conformité, on dit toujours, si vous avez un doute, il faut poser la question. Voilà. La conformité va avec la notion de doute. Alors,
On va faire une brève introduction et puis aborder les 4 thématiques fondamentales qui sont associées donc à ces enjeux de conformité. On va d'abord voir ces enjeux de conduite et éthique, c'est un petit peu la toile de fond de ces enjeux de conformité. On va voir ensuite de manière plus précise la conformité au service de la protection de la clientèle et vous voyez que les mots sont choisis vraiment sciemment avec ce mot de protection. Protection de la clientèle et on verra en amont conduite éthique, protection Béatrice et des Catherine, pardon de vous collaborateurs. interrompre, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez bien mettre le micro sous le menton? Pas de souci. Collez-le. Comme On ça, va vous essayer allez d'être conforme. Voilà, tout à Voilà, fait. C'est beaucoup mieux. Voilà, tout à fait. Merci. On va faire un tout petit zoom sur l'intégrité des marchés financiers parce que voilà, c'est pas forcément le sujet, mais néanmoins, il y a quelques prismes qui peuvent être intéressants. Et puis, on parlera bien évidemment de la conformité au service de la protection de la banque et on verra notamment comment tout ceci s'inscrit dans la durabilité et la réalisation de la stratégie de manière conforme. Alors, en introduction, le pourquoi de la conformité. Ce que je vous disais, ça fait 20 ans qu'on fait des formations, qu'on parle de conformité, etc. Donc, c'est un vieux sujet. Et on voit bien que la conformité, c'est d'autant plus important qu'il y a des enjeux réputationnels parce que la conformité, c'est certes être conforme, mais c'est également le prouver. D'où tous les enjeux, bien évidemment, de traçabilité, etc., qui sont éminemment liés à ces enjeux de conformité. Et donc, la conformité, c'est quoi? Il n'y a pas d'ordre, mais c'est notamment protéger la clientèle. Protéger la clientèle en, bien évidemment, respectant les intérêts des clients, les intérêts des épargnants, les intérêts des porteurs de parts. C'est également protéger la banque, c'est-à-dire protéger ses activités contre toute intrusion malveillante, contre toute activité criminelle organisée. On creusera cette thématique pour montrer un petit peu quels sont les sujets à venir en 2026. C'est également, bien évidemment, intégrer la conformité au sein de tous les processus opérationnels et au service, comme le disait Catherine, de l'ensemble des parties prenantes. Et pour cela, bien évidemment, ça va supposer en interne le respect de codes de conduite et d'éthique. Alors, je laisse Catherine à chaque fois une petite pause de respiration. Catherine, voilà. Mais le gros du sujet arrivera. Ce que je peux dire, c'est que dans le... Encore plus près. Encore plus près. Ce que je peux dire, c'est que dans les sujets actuels qui font l'objet de l'attention de nos régulateurs, la protection de la clientèle revient en force. C'est structurellement un sujet extrêmement important. On l'a connu dans le passé. C'était beaucoup orienté sur la protection de la clientèle vulnérable ou fragile. Là, on change de dimension. C'est venu, c'est en train de revenir, si je puis dire, sur vraiment le respect de la distribution des bons produits aux bons clients. Donc, c'est 2 axes qui sont très regardés. La confection des produits et le fait que quand on crée un nouveau produit, on respecte un certain nombre de règles pour s'adresser au bon marché, pour avoir le bon process de distribution. Et évidemment, tenir compte des préférences éventuelles des clients quand on est en matière de services d'investissement. Mais il y a un deuxième sujet qui est très prégnant et qu'on a peut-être un petit peu moins travaillé, mais qu'il faut travailler. En tout cas, ça va faire partie des travaux sur lesquels on va se renforcer en 2026. C'est tout ce qu'on appelle la gouvernance produit. Derrière la gouvernance produit, c'est bien regarder dans la durée les produits qu'on a distribués à nos clients, donc ceux qui sont en stock, hein, et s'assurer qu'ils correspondent toujours aux besoins du client quand c'est le cas, et ou que leur évolution même, notamment quand on parle de produits financiers où il y a des sujets de performance financière, que c'est toujours correct et que s'il y a un écart, par exemple, on prévient bien le client. Il peut y avoir un écart entre ce qui était attendu et la réalité. C'est le principe même de beaucoup de produits financiers. Ce qu'on doit faire, nous, la banque, c'est de suivre ça et de prendre attache avec le client pour l'informer. Donc, c'est une forme de transparence. Il y a un mot qu'on n'a pas employé là, mais qui est clé dans tout ce qu'on
ce qu'on va se dire aujourd'hui quand on parle de protection de la clientèle et de conduite et éthique, c'est la transparence. Et c'est ça qui est attendu, transparence vis-à-vis des clients, transparence vis-à-vis des parties prenantes. Donc, si moi j'avais un mot, une note d'ambiance en ce début d'année, c'est vraiment sur ces sujets, attirer votre attention sur la protection de la clientèle. C'est quasiment la moitié des travaux qui sont menés avec les... Il y a un problème de son? C'est pas assez fort? Ouais, alors là, je ne sais pas comment je peux faire plus, que moi, je m'entends. Peut-être le micro, faudra le. Alors, comme ça, c'est mieux? Voilà, désolé. Plus haut, merci Bruno. Donc, je disais, c'est les sujets autour de la protection de la clientèle, de la nécessaire transparence dans l'information qu'on envoie vers le client. Et c'est important d'en avoir conscience parce que, oui, ce que je disais, c'est que généralement, dans les équipes conformité, ces aspects de protection de la clientèle, c'est une grosse moitié de ce qu'ils font. C'est normal. Nous, on a des clients et on passe notre temps à leur vendre ou à leur conseiller des produits. Donc, c'est normal que ce soit un sujet d'importance. Néanmoins, on est dans un contexte où on veut développer l'épargne, on veut développer la collecte. Et là, on bascule plus qu'avant encore sur des produits d'épargne financière. C'est plus compliqué à vendre. Et le suivi dans la durée est aussi plus compliqué à organiser. Et il y a des règles. Donc, ce sont ces sujets qui sont d'actualité. Je ne vais pas vous dire que le suivi du crédit, le crédit consommation qui fait aussi l'objet d'une attention particulière ne sont pas aussi importants. Mais clairement, il y a ce sujet autour de l'épargne financière et on le verra qui nécessite une attention renforcée cette année. Merci beaucoup, Catherine. Ça nous rassure, d'autant plus que nous sommes tous clients d'une banque. Et donc, cette perspective d'être de mieux en mieux protégés et qu'on sera de plus en plus attentif à nos besoins, et bien évidemment, nous satisfait tous aussi en tant que clients et sociétaires. Donc, on creusera un petit peu plus ces enjeux justement de protection de la clientèle, mais pour pouvoir organiser tout ça en interne et puis avoir l'assurance raisonnable qu'au niveau du groupe, le dispositif est correctement géré, il faut bien évidemment une fonction conformité dont l'objectif, bien évidemment, comme nous l'a présenté Catherine, est bien évidemment d'identifier les enjeux, de les encadrer, de les piloter au service, bien évidemment, donc de la protection et de l'efficacité du dispositif de maîtrise des risques de non-conformité. Donc, je vais du coup, après, on reverra un petit peu l'organisation interne. Mais toute cette organisation est au service donc des défis actuels. Alors Catherine nous en a parlé déjà un peu sur la partie protection de la clientèle. Il y a un sujet qui est classique et vous en avez parlé en introduction. Il y a quand même un renforcement des réglementations. Enfin, on entend parfois de la part de la Banque centrale européenne le mot simplification, mais simplification sur un périmètre quand même qui s'élargit de fait sur un certain nombre de sujets. Notamment, on a les sujets que Catherine a évoqués rapidement de directives sur la crédit conso qui arrivent en force. On a aussi tous les enjeux, toutes les révolutions réglementaires au service de la sécurité des flux de paiement avec DSP2, DSP3, enfin c'est un certain nombre d'acronymes qu'aiment bien utiliser les banquiers. On a également un renforcement au niveau européen de la supervision en matière de LCBFT avec la fameuse autorité européenne, la MLA. Bref, on a plutôt plus de réglementation avec du coup cet enjeu quelque part en probabilité, plus d'opportunités de ne pas être conforme. Si bien évidemment on n'avait pas un bon dispositif, notamment de veille réglementaire, et je laisserai Catherine en toucher deux mots. Deuxième thématique, bah là, vous le savez bien, c'est tous ces enjeux liés à la responsabilité sociale et notamment les critères ESG, environnement social, gouvernance, qui occupent bien évidemment une place importante.
Et d'un point de vue conformité, et notamment du côté de Catherine, c'est le mot gouvernance qui va être un des sujets les plus importants dans ces critères ESG. On en retouchera 2 mots. Et troisième point, et vous n'êtes pas sans le savoir non plus, c'est tous les enjeux liés à l'intelligence artificielle, les cryptoactifs, toutes ces évolutions réglementaires, bien évidemment, qui accompagnent tous ces développements. Ça est la réglementation MiCA, c'est l'IA Act, bref, tous ces composantes qui, bien évidemment, ont une composante conformité pour, bien évidemment, réglementer un petit peu toutes ces nouvelles pratiques et ces nouvelles technologies. Donc, tout ceci suppose une organisation adaptée et je propose du coup de laisser la parole à Catherine qui saura beaucoup mieux en parler que moi. Oui, alors sur l'organisation, au sein du groupe, on a une filière. On a une filière qui est risque et conformité, qui est animée en tant que telle. Donc, vous devez en entendre parler. D'ailleurs, dans vos établissements, vous avez généralement des directeurs et directrices risque et conformité, contrôle permanent aussi. Donc, c'est le souhait d'avoir une vision globale des risques. Mais à l'intérieur de cette filière, il y a une sous-filière, si je puis dire, qui est la sous-filière conformité. La conformité a des différences avec les autres risques, notamment financiers, de crédit, en ce qu'elle est. Alors, Béatrice parlait de zone grise, parfois, il y a une interprétation en matière de dispositifs de conformité. De même que pour les indicateurs, c'est beaucoup moins quantitatif que qualitatif, ce qui pose des difficultés de culture, des difficultés d'implémentation, d'appréciation. Et quand on vient vers vous sur ces sujets, c'est parfois moins net que les éléments qu'on peut vous donner côté risque de crédit, risque financier, ALM et autres, puisque ce n'est pas chiffré de la même façon. On s'efforce d'avoir des indicateurs chiffrés, on en a quelques-uns, mais souvent, c'est une approche du risque. C'est pas la même logique. Donc, on doit inventer autre chose pour apprécier, appréhender et vous partager l'appréciation des risques de non-conformité. Pour ça, la filière conformité est hyper importante parce qu'on a des spécialistes. Et être spécialiste de conformité, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être spécialiste des risques financiers ou des risques de crédit. Évidemment, il y a des passerelles. Évidemment, tout le monde partage la même culture risque et la même nécessité de protéger et d'apprécier les risques et d'avoir une approche par les risques d'ailleurs, hein, de ne pas tout traiter au même niveau. Mais quand on est en matière de conformité, c'est un petit peu différent. Les textes demandent à ce qu'il y ait une fonction clé de conformité. Donc, cette fonction n'est pas pour se faire plaisir et rajouter une fonction conformité, c'est une obligation. Et au niveau européen, on parlait des textes tout à l'heure, des nouvelles réglementations, elles sont très souvent maintenant européennes. Donc, moi, en tant que conformité groupe, ça m'arrange parce que vous savez qu'on a des développements en Europe. Donc, avoir une vision européenne et peut-être une approche commune au niveau européen peut avoir des avantages pour un groupe qui s'européanise. La situation en France reste quand même qu'il y a une transposition et qu'il y a parfois des éléments qui s'ajoutent à des réglementations préexistantes. Donc, effectivement, il peut y avoir, avec cette dimension européenne, plusieurs réglementations qui viennent sur nous, qui s'imposent à nous et qu'on doit traiter. Normalement, l'idée, c'est quand même que si c'est européen, ça s'applique à tous les pays européens à peu près de la même façon. Dans la pratique, on le sait, c'est pas tout à fait le cas. Le lien, c'est le fait que au niveau de la BCE, qui nous supervise, la fonction conformité, donc fonction de vérification de la conformité, c'est son vrai nom dans les textes européens, mais repris aussi en France, on lui confie de plus en plus de missions. Donc, nous, ce qu'on fait au niveau groupe en matière de gouvernance, par exemple, pour essayer de déterminer
le minimum que doit faire la fonction de vérification de conformité au niveau groupe et dans les établissements, c'est d'aller chercher dans les textes là où c'est cité. Après, il y a aussi des missions qui sont confiées dans les établissements, et c'est normal à la fonction conformité, qui ne font pas l'objet d'une prescription écrite, mais qui sont sous-entendues. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que cette fonction conformité, elle est, c'est comme tout à l'heure, après moi, il y aura Florian qui est responsable de la fonction risk management. Ces deux fonctions de type niveau 2 qui fonctionnent ensemble. Très souvent, maintenant, dans les textes européens en matière de gouvernance d'entreprise, vous avez le rôle de la fonction conformité, le rôle de la fonction risk management. C'est deux rôles très importants, différents, et qui se renvoient l'un à l'autre et dont on attend qu'à eux deux, ils permettent de mettre en place des dispositifs sécurisés pour les établissements. Donc, c'est pour dire que la conformité existe depuis 20 ans, certes. Depuis quelques années, ça prend une tournure un petit peu différente puisque c'est affirmé dans les textes. Il faut, et vous l'avez vu passer rapidement sur les slides, il faut notamment une indépendance de la fonction, des moyens et un accès à la gouvernance. C'est, je pense, un élément à garder en tête, et c'est pour ça qu'on s'est organisé en filière au sein du groupe. C'est pour ça qu'on a des DRC qui sont généralement rattachés à la présidence. C'est pour ça que cette fonction-là a fait l'objet d'un travail et d'une revue de tous les aspects via la comitologie qui lui permet d'exercer ses fonctions selon ce qui est attendu. Ça, c'est la forme minimum. Hein, ça commence toujours par là. D'ailleurs, quand vous avez un audit ou une enquête, ça commence toujours par la gouvernance. Gouvernance, organisation, comitologie. Et après, on passe au fond. Donc, il faut avoir ça. On l'a au sein du groupe et on l'améliore autant qu'on peut. Après, pour le fond, c'est l'analyse, la compréhension de toutes les réglementations. Les équipes conformité ont plusieurs rôles. Au niveau groupe, on en a deux principaux. Un groupe, ce qu'on appelle advisory, donc de conseil. C'est vraiment le conseil sur la déclinaison des politiques, l'interprétation des politiques, et l'accompagnement, et Dieu sait si en ce moment c'est quand même très prenant, des missions d'audit que peuvent subir, j'ose le mot, les établissements. Donc ça, c'est une fonction, on va dire, d'accompagnement, de conseil, et c'est à ce titre d'ailleurs qu'on voit le plus les DRC et les responsables conformité, parce qu'on travaille énormément avec eux sur ces sujets. On le fait, et je tiens à le dire parce que c'est important pour un groupe, quand il y a un sujet dans un établissement, évidemment, on se pose la question de la contagion. Alors, le mot est peut-être pas très heureux, mais c'est le mot qu'on emploie, de la contagion aux autres établissements. Ça peut être au sein du réseau Caisse d'Épargne, au sein du réseau Banque Populaire, les deux réseaux, voire des filiales qui fournissent des outils. Donc, cette dimension-là, elle fonctionne à plein avec l'effet filière. Et c'est ça qu'on travaille énormément. Ça ne se voit pas forcément tous les jours, mais c'est vraiment la force de cette filière. Au passage, la filière conformité, pour que vous ayez une idée, à l'échelle du groupe, c'est 1200 personnes. Alors, il y en a à peu près la moitié pour la partie banque de grande clientèle asset management, mais c'est quand même une force de frappe, entre guillemets, qui est significative et qui nous permet de travailler en proximité avec les établissements. Les autres éléments, bien sûr, dans toute gouvernance qui se respecte, toute animation de filière, mais ça fait longtemps que côté risque et conformité, ça fonctionne comme ça au sein du groupe, il y a la notion d'escalade. Et le fonctionnement avec le groupe est organisé de telle sorte que quand il se passe quelque chose de grave, et on a défini ce qui est grave la plupart du temps, mais comme l'a dit Béatrice, on est aussi très, très preneur du doute, c'est-à-dire s'il y a une question, et je peux vous dire que ça marche à plein, hein, on a beaucoup, beaucoup de questionnements de plein de collaborateurs des filières conformité dans le groupe, et tant mieux, c'est beaucoup de boulot, mais tant mieux parce que ça donne l'occasion d'échange, mais c'est important, cette notion de dispositif d'escalade, parce que dans certains cas, et on le fait volontiers, on peut aider à donner les réponses. Le cas d'escalade le plus connu et le plus important à l'échelle du groupe,
c'est quand il y a un soupçon de contournement d'embargo. Pourquoi je dis que c'est le plus connu? Parce que le contournement d'embargo, c'est un délit pénal. On peut avoir ça peut être un raté, malheureusement, ça arrive. Nous, on a la relation avec la Direction générale du Trésor. On travaille avec les bureaux qui vont bien sur ces aspects pour bien vérifier que oui ou non, on ne peut pas faire la transaction. Et on a l'obligation, si jamais il y avait une erreur avérée, de la déclarer très, très rapidement. Donc, ce circuit-là, il fonctionne très bien. C'est la force du groupe d'avoir des équipes très spécialisées au niveau groupe et des équipes aussi expertes en établissement, mais qui n'ont pas forcément le nombre de cas de dossiers qu'on traite, en fait, pour être très clair. Donc, cette notion d'escalade, pour moi, c'est descendant et ascendant. C'est-à-dire que nous, on s'efforce de partager avec les établissements et les éléments à diffuser, l'interprétation qu'on peut en faire, la réponse aux questions que peuvent leur poser des superviseurs. Mais on a aussi des échanges continus de questionnement sur l'interprétation, ce qu'on doit faire dans tel cas. Donc, on a à la fois le process, le dispositif, les politiques, les procédures et la capacité à intervenir sur des dossiers individuels. Alors, au niveau groupe, on le fait moins que dans les conformités locales, évidemment. Les conformités locales, elles travaillent énormément avec les business, avec les autres entités des caisses, pour prendre l'exemple des caisses, sur des dossiers particuliers. Ça peut être des engagements de crédit où on revoit le profil LCBFT. Ça peut être des aspects de risque de réputation par rapport à l'anticorruption. Ça peut être différents sujets. Donc, elles sont complètement immergées normalement dans la façon d'effectuer le business de la caisse. Et ce qu'on attend d'elles, c'est qu'effectivement, elles nous nourrissent, elles nous interrogent, elles nous challengent sur différents cas parce que à plusieurs, quand même, on est un petit peu meilleur pour régler les cas difficiles. Donc, cette notion de filière, elle est ancienne, je pense qu'elle fonctionne bien, elle est sans arrêt à renouveler. D'ailleurs, il y a des nouveaux arrivants très régulièrement, donc c'est une très bonne chose parce que ça re-questionne le mode de fonctionnement, mais c'est vraiment la bonne façon, je pense, de travailler au sein du groupe. Merci, merci Catherine. Et vous avez dit notamment un point important, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'être conforme, il s'agit d'être conforme et efficace. Et il y a un mot sur lequel vous avez insisté, notamment quand on a préparé les slides, c'est le mot interaction. Et l'époque où la conformité était dans sa tour d'ivoire, fixant les règles, etc., c'est absolument complètement dépassé et vous en êtes la bonne illustration au sein de votre groupe de l'importance de filières dynamiques, interactives. Ça descend, ça remonte, bien évidemment, en fonction de la significativité des sujets. Et c'est notamment un des rôles des comités régionaux, c'est de s'assurer de la fluidité et qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne dans les tiroirs quelque part qu'on n'aurait pas forcément remonté. Donc la conformité, pour conclure sur cette partie introductive, vous avez bien compris par tous les propos illustratifs de Catherine, ce n'est pas dire non, c'est sécuriser l'action dans le respect des règles, c'est une organisation adaptée avec un enjeu de conformité et d'efficacité. C'est bien évidemment une veille réglementaire qui va faciliter l'anticipation et puis bien évidemment votre présence ici aujourd'hui notamment pour disposer des connaissances, des éléments de réflexion nécessaires pour pouvoir poser les bonnes questions lorsque des informations ou des documents relatifs à la conformité vous parviennent. Le fameux fit and proper, j'ai envie de dire très tendance auprès de la BCE, mais voilà, c'est plus qu'une tendance, c'est une pression. Voilà. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail des différentes thématiques et on va regarder cette composante conduite et éthique. Les axes de la partie conduite et éthique, c'est tout d'abord, bien évidemment, mais là, c'est un secret pour personne, c'est bien évidemment tous les enjeux d'exemplarité des dirigeants. Le fameux tone at the top qu'on a l'habitude classiquement d'évoquer, qui, bien évidemment, est important
avec les sujets qui sont aussi d'actualité, comme notamment la gestion des conflits d'intérêts et tout ce qui permet la transparence et des décisions et surtout l'équité des décisions qui sont prises. Deuxième composante importante, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne la protection des collaborateurs, c'est-à-dire tout le dispositif qui est mis en place. Et là, on va rejoindre notamment aussi un petit peu le S de ESG, la composante un peu sociale. Protéger le collaborateur, c'est déjà leur permettre de travailler dans un climat serein, où ils savent bien évidemment en cas de doute, en cas de dysfonctionnement, vers qui se tourner. C'est également des collaborateurs qui sont formés. L'idée, c'est qu'ils deviennent des sachants sur un certain nombre de sujets qui concernent leur périmètre. Et puis, bien évidemment, il y a des règles de conduite qu'ils doivent respecter selon les métiers, selon leur périmètre. Ils ont bien évidemment des exigences spécifiques qu'il leur faut bien évidemment connaître. Et puis, bien évidemment, le respect des règles de conduite et d'éthique ne s'applique pas qu'aux collaborateurs. C'est également une vigilance avec l'ensemble des parties prenantes, avec les fournisseurs, notamment toute la chaîne des prestataires. C'est tout un renforcement de ces exigences pour s'assurer, bien évidemment, de l'éthique de l'ensemble des acteurs avec lesquels travaille le groupe. Est-ce que Catherine voulait ajouter quelque chose? Oui, alors quelque chose, mais qui est repris très très souvent par les dirigeants du groupe, c'est que on est par nature un partenaire de confiance. La confiance, ça s'entretient, ça se prouve aussi d'une certaine façon, et la dimension de respect de règles de conduite et d'éthique, c'est une façon de maintenir notre capital. Les banques, c'est pas nouveau, sont depuis très très longtemps ce qu'on appelle un tiers de confiance. Ces règles autour de la conduite professionnelle qui effectivement montent plutôt en puissance et qu'on cherche à renforcer, à communiquer, à déployer davantage, sont une partie extrêmement importante pour, en toute transparence, et de plus en plus d'ailleurs, on demande une transparence vis-à-vis du marché pour assurer, pour renforcer ce qualificatif de tiers de confiance qu'on nous donne bien volontiers, mais qu'il faut continuer à entretenir. Et je voudrais ajouter une petite note d'actualité. On a, comme toutes les entreprises d'une certaine taille en France et les institutions financières en particulier, on a un dispositif de lanceur d'alerte qui permet aussi de donner la possibilité à toutes les parties prenantes. Alors là, c'est l'extérieur, l'intérieur, les collaborateurs, enfin, de signaler un manquement. Eh bien, très souvent, parce qu'on a promu, affiché qu'on avait des valeurs éthiques, et ça, on l'affiche sur nos sites, et on en est fier, et on a raison d'en être fier. La contraposée, c'est que de plus en plus, moi, ce que je vois dans les lancements d'alerte, alors qu'ils ne sont pas tous recevables, on est d'accord, mais enfin, ça veut dire quand même que c'est utilisé. Ça commence par, contrairement à ce que vous dites dans votre code de conduite ou dans ce que vous affirmez dans vos pratiques professionnelles et ce que vous voulez atteindre, telle situation, telle situation, telle situation. Donc, on a changé de monde aussi, hein. On est beaucoup plus ouvert, il y a des discussions sur différents forums, des questionnements qui vont beaucoup plus directement. Donc, ce n'est pas pour ça que tout est recevable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des lancements d'alerte. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir à quel point c'est très, très, très souvent lié au rappel qu'on met en avant notre code de conduite, nos bonnes pratiques professionnelles, et c'est normal, et qu'on vient nous chercher sur ce sujet-là. Donc, c'est pour rappeler l'importance de tous ces dispositifs et pourquoi on en parle autant, et pourquoi en 2025, mais on le continuera en 2026, on va travailler ces sujets avec les équipes, parce que réellement, ça correspond aussi à une attente de la société. Et on est très en lien. Nos clients représentent la société dans son ensemble et dans toutes ses composantes. Donc, ce n'est pas extrêmement surprenant
qu'on soit challengé ici ou là sur ces sujets. Mais donc, je pense qu'il faut être très attentif, très soucieux de ces dispositifs et de l'exemplarité des dirigeants, certes, mais des collaborateurs aussi. Hein, ça marche dans les deux sens. Et quand on dit protéger les collaborateurs, ça peut être les protéger contre eux-mêmes aussi, parce que des mauvaises pratiques, ça arrive. C'est pas agréable à entendre. Hein. C'est comme quand on dit qu'on a des clients criminels, le mot fait sursauter, mais c'est vrai. Et on cherche, on le verra dans la dernière partie, on cherche à s'en défaire généralement ou à limiter l'impact. Mais on a aussi des collaborateurs qui n'ont pas les conduites qu'on attend. Donc ce mot de conduite, de respect des règles professionnelles, ces dispositifs, c'est vraiment extrêmement important et c'est un point sur lequel on va beaucoup travailler encore en 26 et dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Catherine. Et on voit effectivement du coup que ce dispositif va protéger les collaborateurs, puisque en cas de survenance de, je sais pas, les médias qui mettent votre nom de manière abusive, etc., ça permet de prouver, bien évidemment, que nos comportements ont été absolument conformes à ce qui était attendu. Voilà. Donc, il y a tout un dispositif. Hein, on va peut-être passer rapidement parce que Catherine l'a pas mal développé tout à l'heure, hein, mais ça passe par la structure organisationnelle, un enjeu de responsabilité, bien sûr, et ça veut dire une définition précise des périmètres de chacun en matière de conformité. Ça suppose bien évidemment des dispositifs efficaces d'identification des différents risques et ça passe notamment par la cartographie des risques de non-conformité, un cadre de contrôle interne, Catherine l'a évoqué, efficace également, un dispositif aussi de suivi des preneurs de risques, on en reparlera un tout petit peu, et puis bien évidemment une surveillance active des conflits d'intérêts, car on le sait, quand parfois on est un petit peu borderline, c'est parfois parce qu'il y a un petit peu de conflit d'intérêts et on est incité potentiellement à ne pas respecter le dispositif en place. Donc ça, c'est vraiment un sujet encore et toujours d'actualité. Et puis, Catherine l'a bien évoqué, le dispositif d'alerte et notamment le large périmètre du dispositif d'alerte qui ne concerne pas que les collaborateurs. Donc la conduite et l'éthique, c'est vraiment le socle de confiance. Hein. Catherine a employé les mots transparence, on a parlé des mots traçabilité, et puis in fine, tout ceci au service de la confiance. Alors tout manquement, pourrait amener à des sanctions, mais avant cela, peut-être un enjeu réputationnel aussi, ou tout simplement ce que je vous disais, faire l'entrefilet dans un média où le nom apparaîtrait. Voilà. Si vous avez regardé l'actualité hier, il y a eu notamment Capgemini qui a été, donc il n'y a pas que les banques, hein, tout ça c'est une évolution de la société au sens large, qui a été associé à ICE aux États-Unis, donc ça fait mauvais genre quelque part. Et donc on n'est plus à l'abri quelque part de toute cette médiatisation des affaires qui fait que bien évidemment il est important d'être vigilant et plus largement d'avoir cette culture de conformité. Alors, vous avez Florian Marceau et Roanne qui vont intervenir juste après, qui, eux, vous parleront de la culture du risque, qui est aussi quand même ce qu'il faut, bien évidemment, au sein de votre groupe. Mais qui dit culture des risques, dit déjà à la base cette culture de la conformité. Ce n'est pas un annule et remplace, c'est un élargissement du périmètre. Alors, maintenant, une fois qu'on a dressé la toile de fond du comportement ou de tout ce qui va aider le collaborateur et les prestataires à agir conformément au dispositif, on va faire un zoom maintenant sur un des sujets où Catherine nous a fait quand même pas mal de teasing hein, en nous disant que c'était fondamental, c'est la protection de la clientèle. Alors, on va regarder un petit peu tous ces enjeux à la fois en 2026 de protection de la clientèle et puis concrètement les thématiques qui vont peut-être faire l'objet de vos différents comités. Tout d'abord, le champ de couverture est étendu de plus en plus, bien évidemment, en matière de conformité et de protection de la clientèle. Déjà, il y a tout le périmètre des types de produits, des services. Votre groupe développe de nombreux produits, l'amenant en fait, in fine, sur de nouveaux périmètres réglementaires. Ensuite,
il y a plein d'acteurs quelque part à qui on doit rendre des comptes. Alors, on connaît bien la CPR, on connaît l'AMF, on connaît bien la Banque centrale, on connaît bien maintenant l'AFA, on connaît bien la CNIL, on connaît bien la DGCCRF, on connaît bien aussi la DDPP. Bref, on les connaît tous bien. Et on voit bien parfois en région, quand ils ont l'idée de venir globalement tous un petit peu en même temps, plus l'audit, inspection, plus le contrôle permanent, ça fait un certain nombre d'acteurs qui vous veulent du bien et qui veulent s'assurer, bien évidemment, que le dispositif est conforme. Deuxième point, et ce n'est pas des moindres, et là je me mets à la place de Catherine, c'est un sacré challenge. C'est-à-dire, d'une part, on nous donne des exigences de plus en plus fortes, et puis en même temps, il faut être super rapide. Il faut payer tout de suite, voire même maintenant, il faut faire des crédits IMO dans l'instant, presque, etc. C'est-à-dire, le client veut du rapide, du réactif, réactif et rapide pour rentrer, et rapide et réactif, potentiellement, pour sortir. Ce qui fait que ça met bien évidemment beaucoup de pression pour arriver à avoir un dispositif conforme, alors qu'on est dans cette volonté d'instantanéité et de réactivité à tout point de vue, y compris du point de vue d'ailleurs médiatique. Et troisième point, et vous le savez bien, notamment en région, c'est toute l'évolution de la relation commerciale. Le client qui veut des conseils, mais de nature parfois un petit peu différente de ce qu'il souhaitait il y a 10 ans, quelque part. Il y a également donc des attendus qui évoluent en matière d'attente des clients. Vous avez tous les enjeux de digitalisation, bien évidemment. Vous avez la protection de la clientèle, mais néanmoins aussi, bien évidemment, toujours cet enjeu de clientèle fragile, d'enjeu d'inclusion. Bref, cette relation commerciale évolue énormément et il faut donc que la conformité s'adapte. Alors, je vais peut-être passer la slide suivante et puis comme ça, Catherine, je vais peut-être vous laisser commenter cette slide et compléter la slide précédente. Oui, alors je l'ai déjà un petit peu évoqué. Je voudrais attirer votre attention sur la protection de la clientèle, notamment parce que, de discussion avec Caisse d'épargne, j'ai bien entendu très souvent qu'il y avait une sensibilité réelle par rapport à la clientèle fragile. Ça, c'est très important parce que, et pour des raisons de fonds de commerce et pour des raisons de culture, les caisses d'épargne sont sensibles à cette clientèle, ont compris la nécessité de la protéger et d'avoir une approche différenciée. Et puis, malheureusement, quelques contrôles ont aidé à cette prise de conscience et maintenant, ça a permis de déployer dans les caisses une vraie culture vis-à-vis de la clientèle fragile. Mon point aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que la clientèle fragile. Et on ne peut pas se contenter, entre guillemets, d'être bon ou d'être attentif sur la clientèle fragile. Donc, clientèle fragile, pour exemple, ça se conteste, hein, ça se discute, mais les plus de 80 ans ou à partir d'un certain âge, on considère que il y a une fragilité et qu'on ne peut pas offrir tous les enfin une vulnérabilité plus exactement, et qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas offrir tous les produits. C'est évidemment ce auquel on pense très naturellement aussi, les mises sous tutelle ou ça peut être aussi les plus jeunes qui n'ont pas forcément le discernement par rapport au risque. Mais ça, c'est une partie importante. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est sur d'autres sujets en complément qu'on vient vraiment nous chercher. Donc, c'est l'ensemble de notre clientèle. Il ne faut pas se dire en gros que parce qu'on a vu le sujet sur la clientèle vulnérable, ça suffit. Non, non, non. Ce que vont venir chercher la DDDP, la CPR, voire l'AMF. L'AMF, c'est protection des investisseurs. Dans nos clients, il y a la CPR, c'est plutôt protection des clients pour l'assurance, la banque. L'AMF, ça va être protection des investisseurs. Et je vous disais tout à l'heure, le groupe a de grandes ambitions en matière de collecte, en matière de vente de services d'investissement. Donc là, on change un peu de dimension, c'est plus compliqué et on est aussi très challengé par nos autorités sur le respect des règles. Donc, ce sujet de devoir de conseil, on l'a cité là, il prend de plus en plus d'importance. Le devoir de conseil, enfin, banquier égale conseil, c'est souvent, on parle de conseiller, c'est souvent lié.
il faut le démontrer, hein. Béatrice disait, en matière de conformité, il faut mettre en place des dispositifs, il faut trouver le bon ajustement, mais malheureusement, mais il faut pouvoir le démontrer. Donc, il faut des preuves qu'on a donné le bon conseil. Et ce sujet du devoir de conseil est quelque chose qui est extrêmement regardé aujourd'hui. Un autre sujet qui est ce qui est tout en bas du slide, c'est la notion que vous avez peut-être entendue, qui est la value for money, c'est-à-dire quelle valeur on donne au client quand on lui fournit un service. Enfin, quelle valeur en retire le client réellement. Donc, ça, c'est beaucoup un sujet en matière d'assurance et c'est un sujet qui est devant nous parce que contrôle dans un établissement du groupe qui a démarré en janvier sur les assurances parabancaires, sur les offres de services groupés, pas dans les caisses, mais ça pourrait comment dire, arriver. Cette dimension de bien s'assurer, parce qu'on est assez habitué à dire on prend les préférences du client, on écoute le client, on adapte ce qu'on va lui proposer. On est habitué, mais parce qu'on doit le faire et que c'est une bonne chose pour le client. Là, on est pas mal challengé sur les produits eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que, alors l'exemple le plus facile à comprendre, c'est est-ce que quand on vend un service d'assurance à un client, il en bénéficie. C'est-à-dire que quand il va demander à faire jouer l'assurance, il va être indemnisé. Et est-ce que les couvertures et les garanties qui sont associées à cette assurance correspondent bien à ses besoins et à ses besoins dans le temps? Parce qu'on peut changer de statut, on peut changer de profession, on peut changer tellement de choses dans une vie professionnelle ou personnelle. Donc ça, c'est un point d'attention parce que vous allez en entendre parler forcément, puisque dans la confection des produits, on ne le faisait pas en tant que tel avant, mais ça fait partie de ce qui est regardé par nos régulateurs et puis de ce qui est attendu pour les clients aussi, hein. On va se dire les choses. Donc, ces sujets de rapport qualité-prix équitable, si c'est une traduction peut-être rapide de value for money, mais je pense que ça dit bien les choses, c'est un point de sensibilité. Donc, vous devez retenir trois choses principales sur la protection de la clientèle, c'est que ce n'est pas uniquement une question de clientèle vulnérable, c'est tout le fonds de commerce. Regardez. Il faut regarder les produits et le devoir de conseil. C'est vraiment des points sur lesquels il y a une attention particulière et sur lesquels on est challengé et les réglementations nous le rappellent, hein. Ce n'est pas des choses qu'on fait et tout le monde est d'accord sur le principe. Bien sûr qu'il faut faire le bon devoir de conseil, bien sûr qu'il faut proposer et vendre des produits qui ont de la valeur pour le client, mais dans le détail et en période où on se développe et on va sur de nouveaux marchés et où on vend de nouveaux produits très régulièrement, c'est un point d'attention. Je vous rassure, il y a des dispositifs au sein du groupe pour ça. Il y a des dispositifs pour la mise en marché des nouveaux produits, que ce soit au niveau groupe et au niveau local. Il y a des dispositifs de surveillance des produits. C'est un dispositif qui mérite d'être renforcé, celui-là. Le premier, je pense qu'il est à peu près calé, à peu près bon. Le deuxième, il mérite d'être renforcé avec la difficulté qu'on a tellement de produits et services que c'est forcément un sujet qui va être long à traiter. Voilà, donc devoir de conseil, la value for money et l'ensemble du fonds de commerce qui doit être adressé. Donc c'est vraiment important. Je suis un peu longue sur ce sujet, mais les récents événements de fin 2025 sur la montée en puissance des demandes ou des contrôles sur la protection de la clientèle, un peu tous azimuts, m'incitent à vous sensibiliser sur ce sujet. Merci beaucoup, Catherine. Sachant qu'effectivement, sur la partie devoir de conseil, on sait que tant que les marchés marchent bien, quelque part, le client est plutôt discret. Mais si jamais les marchés commencent à tanguer un petit peu, il saura se rappeler
où nous habitons pour nous demander pourquoi est-ce qu'on l'a mal conseillé. Et sur la partie, effectivement, value for money, ça redonne encore de l'importance à la connaissance client, car si on ne connaît pas les clients, c'est quand même très compliqué de savoir quel est le produit qui sera le plus adapté. Et si on n'actualise pas non plus la connaissance client, ben, on ne saura pas non plus qu'il a évolué, etc., dans son mode de vie. Donc, merci Catherine. Et concernant la CPR, je ne dis pas qu'elle va perdre un petit peu de ses prérogatives avec la nouvelle autorité européenne, mais ça va peut-être lui donner un peu plus de temps pour se consacrer de manière plus ciblée, on va dire, à la protection de la clientèle. Et peut-être que du coup, ça fait un terrain de jeu sur lequel elle avait été moins par rapport à la LCBFT jusqu'à présent, y compris d'ailleurs aussi chez les amis, les assureurs, hein, où également elle va regarder un petit peu plus précisément les pratiques commerciales au sens large. Voilà. Du coup, il y a un certain nombre de points de surveillance qu'a déjà abordé Catherine, et je laisserai Catherine compléter si nécessaire. Vous voyez que c'est un peu des mots-clés qui reviennent régulièrement sur les différentes slides. Le premier, ben, c'est la gestion des conflits d'intérêts, hein, ça c'est clair, et ça explique notamment toutes les évolutions depuis une dizaine d'années sur les politiques de rémunération, notamment des lignes commerciales, hein, par rapport aux enjeux de conflits d'intérêts. Donc, l'intégration de critères également qualitatifs, hein, au service de la qualité de la relation client. Et oui, pardon, oui. Sur les conflits d'intérêts, donc il y a évidemment ce à quoi on pense très naturellement sur le conflit d'intérêts du conseiller par rapport au client, hein, enfin, ou de la banque, de la caisse par rapport à son client. Ce qui est beaucoup regardé aussi, c'est le conflit d'intérêts entre parties à l'intérieur du groupe. Et nous, on est un groupe universel, c'est notre modèle, on le défend ardemment, il a beaucoup de sens, mais évidemment, on a des assureurs maison dont les produits sont distribués par les banques et les caisses. La rémunération, le partage de valeur, qui est un sujet que vous connaissez, viennent être beaucoup plus challengés, regardés dans les différents contrôles, que ce soit côté AMF ou côté ACPR. Et ça, alors je ne dis pas que c'est nouveau, ça a toujours été, il a toujours été regardé, le lien entre ce qu'on appelle les producteurs, c'est pas des très beaux mots, des filiales du groupe qui fournissent, confectionnent les produits qui vont être distribués dans le réseau, et puis les distributeurs que vous êtes, les banquiers. Donc, en fait, entre, par exemple, l'assureur et le banquier, l'asset manager et le banquier. Ça marche aussi avec Natixis, hein, puisqu'il y a des produits un peu structurés, compliqués, qui sont fabriqués côté Natixis et qui sont distribués par les réseaux. Et ça, le passage de l'un à l'autre, qui fait l'objet d'une convention, généralement, d'un encadrement, d'un partage de valeur, donc versement de commission pour la distribution du client. Il faut que vous ayez en tête que derrière conflit d'intérêts, il y a aussi ce sujet-là. C'est l'intragroupe. Donc, il y a évidemment, et c'est toujours pareil en matière de conformité, il y a bien la dimension des personnes ou la dimension de la transactionnelle, mais il y a aussi tout qui concerne l'organisation du groupe. Et ça, c'est une difficulté à laquelle on est confronté parce qu'on a quand même un peu de mal à se faire entendre dans notre logique de groupe et de banque universelle. Les assureurs du groupe sont très challengés, mais eux, ils appartiennent à un groupe bancaire. Donc le fait que ce soit les banques et les caisses qui distribuent les produits, et quasiment exclusivement dans le cas de BPCE-IARD, par exemple, on l'a voulu comme ça au niveau du groupe. On l'a construit comme ça. Donc, après, parler de conflit d'intérêts entre les parties, c'est compliqué. En tout cas, c'est pas du tout ça qu'on se vit à l'intérieur, comme ça qu'on se vit à l'intérieur du groupe. Mais c'est un sujet qui est de plus en plus regardé. Donc, et les conventions qui lient les distributeurs avec les filiales du groupe sont vraiment systématiquement passées au peigne fin, au crible en ce moment quand il y a un contrôle. Ce qui veut dire aussi, mais ça je parle pour mes amis du juridique, qu'on a devant nous pas mal de travaux de remise à plat des conventions qui lient les distributeurs avec les filiales du groupe.
excuse-moi, mais je pense que c'est Non, important, ce conflit c'est d'intérêts, gentil. c'est un mot un peu fourre-tout, et là, on a des exemples précis. Tout à fait. Merci, merci Catherine. Et j'imagine qu'au niveau de la direction, du coup, il y a une matrice de l'ensemble des sources de conflits d'intérêts qui a été parfaitement identifiée, mise à jour, et voilà, pour permettre justement de s'assurer des moindres zones où il pourrait y avoir des conflits et qui, du coup, altèrent un petit peu, on va dire, notre prise de décision. Voilà. Deuxième point, ben, on ne va pas en reparler. Catherine a insisté sur l'importance, bien évidemment, de la gouvernance produit. Alors, l'AMF a sorti une doctrine en décembre, donc ça, c'est sûr que ça va être des sujets d'actualité pour 2026. Et puis, bien évidemment, encore et toujours, ce qu'apprécient les superviseurs, c'est les dispositifs qui sont corrects à un instant T, mais c'est aussi un dispositif qui est correct tout au long de l'année. Et donc, ça suppose bien évidemment d'avoir une surveillance dans la durée et surveillance des clients, des transactions, etc. Bien évidemment, adaptée par rapport à toutes les évolutions. Et quand on parle d'incertitude, on dit on est dans un univers incertain, etc. Ben, l'incertitude, notamment, fait qu'on est encore plus obligé d'être en vigilance permanente au niveau de la direction de la conformité et bien évidemment de toute la filière en la matière. Et j'en profite pour une incise. Surveillance dans la durée, ce n'est pas que surveillance au sens contrôle. Plus comme ça que comme ça. Comme ça. Voilà. Ce n'est pas que du contrôle. Quand on lit surveillance, on a l'impression que c'est uniquement le contrôle. La surveillance, derrière, c'est aussi de la tâche client. C'est la capacité à rebondir par rapport à un événement qui, certes, peut être un petit peu négatif, comme par exemple une performance qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, ou un événement sur la vie du produit. C'est l'occasion de prendre attache avec le client. Et c'est ce qui est attendu de nous, enfin, banquiers. On doit revenir régulièrement vers le client, pas uniquement au moment de la conclusion du produit. Donc, il y a la possibilité, derrière ce dispositif qui est effectivement un petit peu contraignant parce qu'il faut surveiller les choses, donc les contrôler, mais aussi donner des informations aux forces commerciales pour qu'elles aillent vers le client. C'est ce qui est attendu. C'est pas facile, ça j'en ai tout à fait conscience, mais dans ces sujets, c'est comme la gouvernance produit, ça peut permettre, on s'y essayait au niveau du groupe, peut-être de mettre fin à certains produits qui sont plus d'actualité ou qui sont peu vendus, ou voilà. Il y a des aspects positifs. On le voit sous l'angle protection, contrôle, dispositif de surveillance, mais derrière, c'est quand même ce qu'a rappelé Béatrice au début, c'est aussi pour s'inscrire dans la durée. S'inscrire dans la durée de la relation avec le client, mais dans la durée aussi de la pertinence des produits et des offres qu'on déploie. Donc, ces aspects de surveillance, je pense qu'il faut vraiment les mettre en regard aussi de façon positive avec les interactions qu'on peut avoir avec nos clients. Merci Catherine, ce qui fait que c'est le mot surveillance au sens pilotage, en fait, pilotage dans la durée des dispositifs, des clients, des process, etc. Et ce qui amène du coup un suivi aussi très rigoureux au niveau de la conformité, des réclamations, qui sont quand même aussi un bon signal avant-coureur d'éventuels dysfonctionnements en amont. Voilà, donc l'enjeu de protection de la clientèle, alors qui ne faiblit pas, mais si j'écoute Catherine, c'est non pas qui ne faiblit pas, c'est qui se renforce. Donc on va plutôt le prendre positivement, voilà, dans le sens de la croissance. Et un dispositif donc qui réagit, qui se renforce aussi, qui devient de plus en plus efficace pour intégrer vraiment l'ensemble des parties prenantes et bien évidemment répondre d'abord, avant tout, indépendamment des contrôles des superviseurs, répondre bien évidemment aux attentes de la clientèle, hein, tout simplement, et le servir du mieux possible et surtout savoir réagir bien évidemment en cas de dysfonctionnement. Alors, on arrive maintenant à un gros petit sujet. Un gros sujet, mais un petit sans doute pour le réseau, sur lequel on va passer assez rapidement pour avoir un peu plus de temps sur la conformité au service de la protection de la banque.
mais qui est quand même important parce que voilà, vous pouvez être potentiellement des investisseurs, peut-être des porteurs de parts, et il est important d'avoir l'assurance que le dispositif quand même est bien maîtrisé, y compris sur les réseaux bancaires. Et donc là, on touche à l'intégrité des marchés, c'est-à-dire qu'on va aborder rapidement ensemble ces enjeux d'abus de marché. Comment est-ce qu'on peut abuser un marché? C'est-à-dire comment on peut léser quelque part des épargnants ou des investisseurs? Ben, c'est simple, il y a deux techniques. Le premier, c'est si jamais vous avez une opération, une information privilégiée, que vous l'utilisez avant tout le monde, que vous gagnez de l'argent. Bon, c'est pas très sympa par rapport au reste du marché. Donc, vous avez ce bon vieux délit d'initié qu'on appelle aujourd'hui opération d'initié, qui est bien évidemment encore en vigueur. Et l'AMF nous a rappelé il y a 2 ans qu'il était important, dans les réseaux notamment, de penser à regarder un peu d'où venait l'argent, ne serait-ce qu'au titre du blanchiment, de la LCBFT, et de pouvoir potentiellement déclarer à la fois potentiellement des déclarations de soupçons parce qu'on a un doute d'où vient l'argent du client, et puis également de pouvoir faire des déclarations d'opérations suspectes auprès de l'AMF. Donc les sujets de manipulation de marché se sont invités un tout petit peu plus dans les réseaux que ça ne l'était par le passé, où avant on disait bah, tout ça c'est bon, c'est pour la salle des marchés, c'est pour Natixis, etc. Non, il peut y avoir des sujets donc d'opération d'initié. Donc on rappelle rapidement ce que c'est qu'une opération d'initié. Petit 1, c'est quelqu'un qui disposerait d'une information privilégiée, c'est-à-dire une information que personne ne connaît, bien sûr, qui serait susceptible d'influencer le cours d'un instrument, et puis bien évidemment qui est précise. Toutes les rumeurs qui circulent ne sont pas une information privilégiée. Et puis deuxièmement, ben, l'information privilégiée, pour que ce soit une opération d'initié, il faut potentiellement s'en servir, bien évidemment, ou alors tout simplement la communiquer. Donc aujourd'hui, au sein du groupe, les collaborateurs sont sensibilisés aussi à ces sujets. Ils sont sensibilisés à double titre. Au titre, d'une part, déjà à titre de collaborateurs, hein, bien sûr, certains dans le groupe peuvent être des initiés. Et puis, deuxièmement, ils sont sensibilisés sur les réseaux au cas où il y aurait des flux un petit peu atypiques de la clientèle, puisque à ce titre, ils seraient amenés à faire potentiellement une déclaration de soupçon et également, s'ils ont un doute sur la fameuse opération d'initié, ils seraient amenés à faire une déclaration auprès de l'AMF. Donc, c'était juste un petit rappel sur ça. Et le deuxième, eh bien, la deuxième technique pour abuser le marché, c'est de manipuler le marché. Et pour manipuler le marché, on vous a mis cette image un petit peu illustrative du contexte d'aujourd'hui, quelque part. Il y a deux manières de manipuler un marché. Soit vous êtes un trader dans une salle des marchés et vous jouez un petit peu sur la volumétrie, par exemple, pour faire bouger les cours, pourquoi pas. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la fausse information, diffuser au marché des fausses informations. Et là, vous voyez sur ces slides, alors c'est américain, bien sûr, avec des montants à l'américaine, mais vous voyez que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le rôle des influenceurs notamment, peut servir à manipuler les marchés financiers. Bon, je vous rassure, tout ça, c'est normalement contrôlé par l'AMF, par la SEC, mais voilà, on a souhaité quand même parler un peu de cette intégrité des marchés parce que, y compris sur les réseaux bancaires, les collaborateurs sont sensibilisés tout simplement parce qu'on ne voudrait pas récupérer des flux qui viendraient d'infractions sous-jacentes issues, bien évidemment, de l'abus de marché. Et ça va permettre d'introduire, du coup, assez facilement notre dernier sujet qui est justement la conformité au service de la protection de la banque. Alors, on va voir plus largement qu'est-ce que c'est que protéger la banque et puis on va faire un zoom sur un des sujets, on va dire là aussi, qui nous date de la fin des années 90. Donc c'est aussi un vieux sujet, mais qui là encore se renforce régulièrement. C'est tous ces sujets de sécurité financière au sens large.
Alors, la banque cherche à se protéger contre quoi? La banque cherche à se protéger, et Catherine a évoqué le mot tout à l'heure, contre les criminels de quelque nature que ce soit, bien évidemment. Alors, on pense au blanchiment, on pense à tout ce qui est lié derrière potentiellement à du cyber-risque, les narcotrafics, etc., la fraude fiscale, enfin tous ces sujets-là, bien évidemment, où on ne souhaiterait pas que les flux aillent ensuite se réinvestir, bien évidemment, dans le groupe. Dans un contexte géopolitique tendu, qui va être quelque part ces menaces géopolitiques, les menaces climatiques sont des facteurs de risque qui vont quelque part potentiellement amplifier la fréquence et ou l'impact de ces enjeux. Deuxième composante, c'est que pour protéger la banque, il faut se protéger contre le risque de non-conformité, protéger l'image du groupe, protéger la réputation du groupe. Donc, c'est toutes les composantes dont a parlé Catherine, et in fine, qui sont importantes dans un contexte, bien évidemment, de médiatisation, de fake news, de tout ce que vous voulez. Mais vous avez des services de communication qui passent leur journée, bien évidemment, à essayer de détecter les zones où on peut potentiellement parler du groupe de manière négative. Est-ce que, Catherine, on passe sur la suivante tout de suite, sur les enjeux de sécurité financière? Oui, pour revenir sur cette notion de criminel, ce qu'on cherche, c'est les clients criminels, ce n'est pas les criminels qui sont extérieurs, sauf dans un cas, le financement du terrorisme. Un petit peu. Donc, c'est pas agréable de se le dire, mais c'est comme la fraude et la séquence après nous, vous verrez cet autre risque extrêmement impactant. Il y a des clients, parce que c'est tout l'objet du blanchiment, hein, c'est rendre licite le produit d'un crime. Donc évidemment que c'est un boulot à temps plein pour un certain nombre de personnes que de devenir client des banques et de faire passer des fonds qui leur permettent de jouir licitement du produit de leur crime. Donc j'emploie ce terme à dessein crime parce que c'est vrai que je pense que c'est rentré dans la culture des banques. C'est une petite fraction infime de nos clients, évidemment, et c'est évidemment souvent à notre insu qu'on a des clients comme ça. Et puis ça peut être des clients qui, dans le temps, sont utilisés par des réseaux criminels. Donc il y a mille et une façons de se retrouver malheureusement dans une situation où on a fait transiter par nos comptes des flux qui sont le produit d'actions criminelles. Mais c'est une réalité. Donc on ne peut pas être angélique et se dire non, 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 nous on n'a que des bons clients, on les connaît, ils font tout bien. C'est pas vrai. Donc c'est pas la majorité, mais c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que là on prend complètement à rebours le discours. C'est que d'un côté, la conformité, c'est protéger les clients et protéger la banque, évidemment. De l'autre côté, c'est aller chercher les clients qui sont criminels. Donc, c'est sûr que parfois, c'est le grand écart en termes de posture. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des équipes assez différentes. Il y a des équipes de sécurité financière qui sont organisées dans les banques et dans les caisses. Et au passage, les équipes de sécurité financière, c'est entre un tiers et la moitié des équipes de conformité. Donc, c'est assez significatif en termes de force donnée par le groupe à cette fonction-là, mais c'est bien pour un but de limiter l'utilisation de nos comptes à notre insu à des fins criminelles. Ça, c'est pour la partie blanchiment. Un tout petit mot sur le financement du terrorisme. Le financement du terrorisme, c'est une autre logique, c'est du noircissement. Les fonds peuvent être légitimes, par exemple des dons à des associations. Ça peut tout à fait être de l'argent légitime qui appartient à des clients, sauf que ça va sortir pour financer le terrorisme. Donc ça va sortir dans un but vraiment noirci, si on peut prendre cette analogie. Donc dans la sécurité financière, il faut bien avoir en tête les trois logiques, hein. Le blanchiment, c'est on cherche à
identifier ce qui est illégitime à l'origine et qui va ressortir blanc et donc pour servir à tout un tas d'investissements, d'achats et autres. Ce qui peut être légitime, il peut y avoir les deux, hein, c'est blanchi puis ça sert à financer le terrorisme. Mais ça peut aussi être tout à fait légitime et sortir pour financer le terrorisme. Et dans ce cas-là aussi, on doit avoir une vigilance particulière et renforcée. On a des outils dédiés pour ça. Et puis, pour rebondir sur la dimension plus géopolitique, il y a tout ce qui est sanctions embargo. Là, les sanctions embargo, c'est plus des dispositifs de politique internationale, puisqu'on est soumis au régime des sanctions embargo des États-Unis, de l'Europe, et puis il y a aussi des listes françaises. Et là, ce qu'on cherche, c'est à être conforme à ces règlements qui nous sont imposés, mais c'est assez différent de blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme. Donc, en gros, il y a trois domaines principaux à regarder. Les enjeux, on en a déjà parlé à d'autres aspects et c'est important de bien faire le lien. C'est la connaissance client, souvent on l'associe comme un mal nécessaire, comme la collecte de documents que les clients veulent d'ailleurs pas toujours nous donner. C'est en partie vrai. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a en plus des incivilités dans les agences où les clients ne souhaitent pas, ne veulent pas, quand on les relance N fois, donner les informations dont on a besoin. Néanmoins, c'est vraiment un des piliers en matière de sécurité financière parce que la bonne connaissance du client permet non seulement côté positif d'adapter les produits, mais aussi de comprendre si ce qui se passe sur le compte est normal. Parce que tout ce que va faire la banque et les dispositifs qu'on met en place, c'est certes la première ligne de défense, les conseillers qui ont la relation avec le client, qui font l'onboarding du client, qui donc le connaissent par les documents, mais aussi par les entretiens qu'ils ont avec lui. Mais après, c'est le fonctionnement du compte. Et le fonctionnement du compte par rapport à différents éléments. Et ça, ça peut changer dans le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'à l'origine, à l'entrée en relation, c'était bien, c'était propre, c'était normal, que ça n'évolue pas dans le temps. Il y a des sociétés qui changent d'activité ou qui ajoutent une activité à une activité légitime. Un des points du blanchiment, c'est ça, hein. C'est souvent des activités légitimes et à côté, il y a une petite partie ou une grosse partie qui est illégitime. Donc, cette connaissance du client, elle va bien au-delà de la collecte de documents. Elle est vraiment sur, là pour le coup, on est dans la surveillance, hein. Surveillance des transactions, surveillance du comportement du client. Et c'est ça que font les équipes de sécurité financière. Je ne sais pas si qu'on pourrait en parler des heures, mais c'est un point d'attention, mais c'est plus pour que vous ayez bien en tête les 3 modes, hein. L'entrée des fonds, la sortie des fonds et puis tout ce qui est sanctions embargo, qui est encore une autre logique. Pour ces 3 risques, on a des dispositifs au niveau du groupe, on a des équipes et des spécialistes formés, parce que alors là, c'est vraiment des expertises très particulières. Et évidemment, il y a des liens très forts au sein de la filière sécurité financière du groupe. Merci, merci Catherine. Alors, je vais me permettre juste une petite anecdote par rapport à ce que disait Catherine. J'ai fait ma première formation en matière LCBFT en 2001. Ça date. Et pourquoi 2001? Parce qu'il y avait au mois de même janvier 2002, il y a eu les attentats du 11 septembre, bien sûr. Et puis il y a eu en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette affaire du Sentier avec Daniel Bouton mis en examen et donc Grant et moi sur la responsabilité pénale. Et je me souviens d'avoir fait mes premières formations devant les commerciaux parce que le problème forcément venait du commercial. Enfin, pas de clients, pas de problème quelque part. Et donc, j'étais en train de leur expliquer qu'il fallait qu'ils connaissent leurs clients. Et je me disais à ce moment-là, mais c'est marrant parce que, mais qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Parce que pour moi, le commercial, il était censé connaître son client. Et en fait, c'est là où il y a eu la bascule. C'est qu'autrefois, on était capable de dire, mais je le connais, il est grand, blond, il a 40 comptes chez nous, etc. Et aujourd'hui, la CPR, quand elle vient, c'est donnez-moi votre dossier à jour, comment vous vous en servez, ce que disait Catherine, pour identifier la typicité ou non des flux qu'il fait chez vous, etc. Me donnez pas 20 kilos de papier que vous avez collecté.
mais donnez-moi un petit peu la checklist de synthèse qui vous sert dans la relation client. Voilà, et c'est tout l'état d'esprit aujourd'hui. Et le point d'attention qui est là aussi, c'est les référentiels de qualité. Il y a eu une sanction il n'y a pas très longtemps au sein d'une filiale de la Société Générale parce que les saisies dans les systèmes n'étaient pas bons. S'ils mettent Rual au lieu de Raoul, notamment en termes de filtrage, ce que disait Catherine par rapport au filtrage au regard des listes de sanctions financières, si le nom n'est pas bien orthographié, potentiellement, il peut passer en dehors des radars. C'est valable aussi pour les personnes morales pour lesquelles nous n'aurions pas connaissance du bon bénéficiaire effectif. Dans ce cas-là, on ne sait pas qui tire les ficelles et donc le dispositif est peut-être conforme sur le papier, mais pas efficace dans la réalité. Voilà. Donc, en matière de sécurité financière, comme vous le savez, il y a cette autorité européenne qui s'est installée à Francfort, la MLA, qui a l'intention de taper un peu fort. Elle a l'intention de taper un peu fort en sélectionnant déjà 40 établissements à horizon 2027 en Europe. Donc, elle va prendre un petit panel, des banques représentatives, des banques un petit peu systémiques, et puis éventuellement des banques un peu plus petites, mais qui étaient peut-être un peu dures d'oreille en matière LCBFT. Donc, il va y avoir des supervisions directes d'établissements par la MLA, qui a déjà annoncé la couleur en disant que quand on regarde par exemple les États-Unis, le montant des sanctions en Europe est relativement ridicule. Ça nous donne un petit ordre d'idée déjà de où ça peut éventuellement taper. Et elle n'est pas restée inactive depuis un an où elle recrute à tour de bras. Elle a déjà commencé à rédiger des standards techniques qui vont nous amener à encore plus de précision dans les dispositifs, vont nous amener sûrement, je parle sous contrôle de Catherine, peut-être à revoir encore les dispositifs de contrôle, sachant qu'une fois qu'on a dit ça, néanmoins, la France, notamment, était plutôt dans les meilleures pratiques européennes. Et s'il y a bien des établissements qui auront un gap un peu plus faible par rapport à d'autres, c'est bien, en tout cas, on l'espère, les banques et notamment aussi le Luxembourg quand même, les banques en France et le Luxembourg aussi qui, notamment du domaine assurantiel, a fait d'énormes efforts avec notamment le CA et qui sont du coup aussi quelque part aux meilleures pratiques. L'idée, c'est vraiment de ces réglementations européennes, c'est d'harmoniser au niveau de l'Europe les dispositifs pour éviter justement les arbitrages transfrontières. Et quand Catherine parlait du développement européen de votre groupe, on voit bien tout l'intérêt d'avoir déjà en France un dispositif qui tient la route, parce que du coup, le ticket d'entrée par rapport à ces sujets en allant dans d'autres pays européens sera du coup potentiellement plus faible. Catherine, peut-être un mot à ajouter? Juste un petit mot de où on en est. Donc, on a, comme d'autres groupes bancaires français, reçu une demande en début d'année de data pour répondre à un certain nombre de questions pour, je pense, enfin on pense, estimer si on va faire partie des 40 heureux élus. On remplit un certain nombre de critères, donc la question, elle est presque un peu rhétorique, mais en attendant, il faut traiter de la data, parce que dans les critères, il y a le fait d'être présent dans 6 géographies européennes, ce qui est le cas du groupe. Il y a la taille, effectivement. Alors, on se bat beaucoup sur la communication qui va être faite parce qu'il y a un côté approche par les risques, mais en fait, on mélange un peu les choses parce qu'effectivement, des grands groupes bancaires installés, j'allais dire, ont des dispositifs assez matures. Alors, on peut toujours les améliorer, mais assez matures. La France s'est reconnue à un très bon dispositif, merci la CPR, depuis des années, qui s'approche quand même de ce qui est attendu. Et à côté de ça, on dit oui, ça va être la supervision directe parce que c'est les établissements qu'il faut le plus regarder. Et c'est pas du tout pareil quand on est un grand établissement à vocation européenne et quand on est une petite banque à Rhodes ou à Malte ou je sais pas, qui objectivement n'a pas, sont souvent plus petites que d'ailleurs une caisse d'épargne hein, en taille, et donc ont aussi des pratiques qui sont assez différentes. Donc c'est en train de se mettre en place.
Ça suppose beaucoup de fournitures de données, et Dieu sait si la donnée dans nos établissements, c'est quand même un sujet. D'une façon générale, d'ailleurs, on le voit dans toutes les missions d'enquête des régulateurs, on a changé de dimension là aussi, c'est qu'il y a une demande de données, puis c'est pas du papier, hein, c'est de données informatiques, informationnelles, qui est juste monstrueuse, hein. Et le côté, ce qu'on a entendu là récemment, c'est nouveau, c'est bah, donnez-nous tout. On parlait de réclamations, on cherche les réclamations sur les assurances. Bon, donc, on va d'abord donner sur les assurances, mais c'était donnez-nous tout, on fera le tri après. Donc il y a ce côté, nos régulateurs se musclent aussi énormément dans leur capacité d'analyser la data. Ça, c'est assez nouveau. On n'avait pas tellement l'habitude. Généralement, on a toujours eu des difficultés et c'est compliqué à produire rapidement des sets de données qui nous sont demandés. Mais là, c'est devenu vraiment quelque chose qui doit faire partie de notre fonctionnement. Et c'est un point qu'on n'a pas forcément abordé en tant que tel. Mais derrière les enjeux de conformité, il y a évidemment des enjeux d'informatisation d'une part, parce que, par exemple, plus un parcours conseil va être encadré, plus il sera conforme, normalement. Mais plus on va avoir aussi des données fiables, que ce soit la connaissance client, différents éléments dans notre système d'information, plus on pourra, nous, l'utiliser, déjà nous d'abord, et puis répondre aux différentes sollicitations. Donc là aussi, une partie importante du travail des équipes, que ce soit les équipes groupes, avec BPCESI, avec les équipes locales, c'est véritablement cette dimension de données, d'analyse de la donnée, de maîtrise de la donnée. Vous allez le voir aussi beaucoup côté fraude, parce que c'est la clé pour réussir sur ces dispositifs. Mais sachez que c'est un de nos enjeux aussi de demain, y compris sur les aspects de conformité. Il reste 2 minutes et on a quelques questions qui nous sont parvenues. Est-ce qu'on les passe avant la conclusion? Alors, c'est parti. Première question, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts au sein des comités non exécutifs est-il un sujet regardé par les régulateurs? Alors, il l'est au niveau du conseil de surveillance de BPCE. Donc, il est, à ma connaissance, je n'ai pas vu de mission qui soit allée regarder ce qui se passait au niveau d'un COS. Il y a un encadrement des conflits d'intérêts pour une politique de gestion prévention des conflits d'intérêts pour les dirigeants qui existent. La pression aujourd'hui, elle est réelle, elle est vraiment sur l'organe du groupe, le conseil de surveillance groupe. Donc, il faut quand même attendre qu'il y ait un déploiement ou une demande ou un regard plus en local. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est beaucoup au niveau du conseil de surveillance. Une autre question un peu plus longue. Vous avez évoqué l'importance de la gouvernance produit. Le groupe BPCE a lancé en fin 2025 une offre permettant aux clients de procéder à des transactions sur des crypto-monnaies de stablecoins. Le rôle des équipes conformité sur cette offre est-elle spécifique? Oui. Donc, ce qu'on propose aux clients, c'est un accès via la plateforme Exarch du groupe pour qu'ils puissent investir et gérer ces portefeuilles de crypto. Donc, on ne fait pas de conseil, ce qui d'un point de vue conformité est une bonne chose, puisque donc on n'a pas à encadrer ce process-là, ça serait beaucoup plus compliqué. Et c'est le client, c'est un petit peu comme en réception, transmission d'ordre, quand le client fait tout seul ses achats et ventes d'actions ou d'obligations. C'est aussi un service qu'on offre côté Eurotitre. C'est la responsabilité du client. Donc, néanmoins, évidemment que c'est regardé d'un point de vue conformité. Et comme c'était évoqué tout à l'heure, là, on démarre. Donc, il y a quelques clients qui sont plutôt ce qu'on appelle friends and family. Donc, c'est des proches ou c'est des gens du groupe. Quand ça va se déployer, et on espère que ça va se déployer parce que ça correspond. De toute façon, ces clients, il faut bien savoir qu'ils le font ailleurs. La gestion, ils vont sur des plateformes directement
Donc, avoir des wallets de crypto, c'est quelque chose qui existe et il y a une forme de fuite de liquidité, enfin de fuite de ces instruments à l'extérieur. Donc, quand ils le font, ce qu'on a regardé d'un point de vue conformité, c'est tous les process qui sont mis en place par Exarch, notamment pour comment dire, l'identification des plateformes avec lesquelles ils vont travailler. On s'est assuré que ce ne sont que des clients du groupe, donc la partie connaissance client existe, est déjà faite, donc ce n'est pas n'importe qui va pouvoir utiliser cette plateforme du groupe. Ce sont des clients. Effectivement, ce qu'il va falloir regarder dans le temps, mais c'est vrai d'autres produits financiers, c'est au premier accro, accident un peu fort, dans quelle mesure la responsabilité d'Exarch, en l'occurrence, parce que ce sont des clients du groupe, et ils passent leurs opérations sur Exarch, vont venir nous chercher en responsabilité. Ils ne viendront pas nous chercher en responsabilité sur le devoir de conseil, ce qui est quelque chose qui arrive beaucoup plus fréquemment quand on est sur d'autres types de produits financiers, puisqu'on ne leur fournit pas le conseil. Néanmoins, il y a un sujet, mais oui, ça a été travaillé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une offre des banques et des caisses, c'est une offre d'Exarch. Alors, une dernière question rapide avant de conclure. Question qui nous vient de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Quelle est la composition de la AMLA? Merci. La composition, alors il n'y a pas de français, si c'est ça, c'est ça la question. La présidente est italienne. Donc c'est plutôt bon, elle est banquier, enfin elle travaille à la Banque d'Italie. Dans les profils, alors je me souviens plus exactement, il y a une danoise, il y a un néerlandais. Et après, je ne me souviens plus exactement des autres nationalités, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la composition, on n'a pas vu de banquier. C'est plutôt des membres de la sphère publique, alors qui sont compétents sur ces sujets pour être dans une autorité de contrôle, c'est pas complètement aberrant, mais c'est cette dimension de banquier de l'intérieur qui est toujours intéressante pour nous quand on va avoir des échanges, elle n'est pas là. Et nous, on a vu la présidente et quelques membres. Bon, ça ne va pas être forcément facile, mais on va apprendre à les connaître et à travailler avec eux. Très bien. Alors, c'était la dernière question, puisque après, on va faire la pause. Ah, il y en a une autre qui vient, il y a des petits retardataires. Et puis, on va conclure parce qu'après, il va falloir faire la pause. Peut-être reprendre la question parce que pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors, la value for money, c'est intrinsèque au produit, qu'il soit sur étagère ou pas sur étagère, qu'il soit dans une offre groupée ou qu'il soit vendu tout seul. C'est-à-dire qu'un produit d'assurance, une assurance parabancaire, une assurance moyen de paiement, mettons, a un certain nombre de garanties, donc de cas où on peut activer en cas de sinistre, en cas de perte, de vol, l'assurance et se faire rembourser. Et c'est ça qu'on appelle la value. Alors, ça, c'est le profil du produit, pardon. La value for money, c'est un ensemble qui est aussi calculé par rapport à la réalité de ce qui est remboursé en cas de sinistre. Donc, il y a deux éléments. Activation des sinistres. Est-ce qu'il y en a beaucoup des sinistres? Parce qu'il peut aussi y avoir... Mais s'il y a très peu de sinistres et qu'on vend une assurance, peut-être il y a des questions à se poser. Donc, dans la value for money, il y a aussi le fait qu'on ne recourt jamais à l'assureur. Ça se discute, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même un élément qui est regardé. Et après, il y a ce qui est remboursé au client. Dans combien de cas sur 100 on rembourse le client? Donc, le client il paye son assurance et dans combien de cas on lui renvoie
de la valeur. Et puis, le dernier élément, c'est combien ils payent pour ça. S'ils payent pas cher, ça n'a pas la même importance que s'ils payent très cher un produit dont il ne se sert pas. Donc, la value for money, c'est vraiment des éléments qui sont liés au client tel qu'il est utilisé, enfin, pardon, au produit tel qu'il est utilisé par le client. La deuxième question, pardon, je ne me souviens plus si c'était comment on contrôle le devoir de conseil. On fait des contrôles a posteriori et on fait aussi beaucoup de formations. Tous les conseillers sont régulièrement formés sur les produits financiers d'une part, mais aussi la vente de crédits immobiliers. Donc ça, c'est le côté un peu préventif, mais c'est une façon de s'assurer qu'ils ont bien les bons réflexes. Et puis après, il y a des contrôles sur les parcours de conseil pour voir si le parcours de conseil a été respecté. Et le plus difficile, c'est mineur, mais ça existe et c'est quand même un peu une épine pour tout le monde, c'est les parcours conseils qui sont très peu informatisés. Donc, c'est papier, quoi. Donc, en fait, le conseiller doit vraiment faire très, très attention à bien respecter toutes les règles. Elles ne lui sont pas rappelées dans le poste de travail. Elles sont rappelées par des procédures, mais c'est forcément plus compliqué que quand on est guidé. Donc, il y a une attention particulière qui est faite aussi sur ces parcours conseils hors outils. Ok. Un mot peut-être, Béatrice? Alors, juste, on va du coup conclure, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Juste pour conclure, en fait, je vais passer tout de suite sur le dernier point. Pour l'administrateur, comment est-ce qu'il pilote tout ça? On a dit que c'était difficile à quantifier, c'est ce que nous disait Catherine. Et je vais prendre un exemple simple, comme ça va vous illustrer tout de suite où est-ce qu'il faut regarder. Si vous prenez le blanchiment, dans quelque chose qui serait quantitatif, j'irais compter combien de fois le risque est arrivé. Mais là, vous imaginez bien que c'est ridicule de compter combien de fois vous avez blanchi parce que vous ne blanchissez pas par définition. Donc, il va falloir trouver des signaux avant-coureurs. Et les signaux avant-coureurs, où est-ce qu'on va les chercher? On va les chercher dans la qualité des éléments de maîtrise du risque. Et un exemple simple, une information que vous avez systématiquement, c'est la qualité des dossiers clients. Si on va suivre le taux de conformité des dossiers connaissances clients, taux de conformité par exemple des personnes politiquement exposées, taux de conformité des bénéficiaires effectifs, c'est le suivi de ces taux de conformité. S'ils se dégradent, c'est en probabilité, dit le superviseur, on a de plus en plus de chances de pouvoir blanchir. Et donc, le suivi de la qualité de la maîtrise sont les premiers indicateurs, bien évidemment, qui permettront de donner des signaux avant-coureurs, tout ceci étant bien évidemment une question de probabilité. Très bien, merci beaucoup Catherine, Béatrice, merci à toutes les deux et merci à vous pour vos questions. Je vous propose 10 minutes de pause, on se retrouve à 11h20 et ça sera une partie consacrée aux fraudes. Merci, à tout à l'heure et bonne pause.